La méthodologie axée sur les données est fondamentalement non scientifique. Nous allons entrer dans le marché des agents qui les représentent et interagissent en coulisses. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle générative et de l'intelligence artificielle agentique, mais il n'y a pas encore vraiment autant de discussions sur l'intelligence artificielle spatiale. Bienvenue dans notre série avec Brian Evergreen, auteur, conseiller et conférencier. Il a publié Autonomous Transformation. J'étais ravi quand on a évoqué les agents d'intelligence artificielle. J'ai lancé un nouveau système de leadership adapté à l'ère de l'intelligence artificielle. J'ai poursuivi ce développement grâce aux retours reçus. Nous vivons une avancée majeure en intelligence artificielle et discutons de l'intelligence artificielle générale. Je pense que nous sommes déjà à sa première étape. Je ne pense pas que nous soyons proches ou ayons atteint une forme d'intelligence artificielle générale. Il faut d'abord changer notre façon de penser. On est passé de l'analogique au numérique et c'est un type de processus, mais maintenant on passe du numérique à l'autonome. Tout dans l'entreprise devient-il autonome? Nous parlons de milliards d'agents intelligence artificielle qui sont déjà sur Internet. Des agents intelligence artificielle. Employer un large language model comme centre décisionnel revient à doter votre cerveau d'une bouche. Et la seule façon d'utiliser un large language model, c'est... Je trouve cela incroyable. Plus de la moitié d'entre vous qui regardez ou écoutez régulièrement ne vous êtes pas encore abonnés. Avant de commencer la conversation d'aujourd'hui, j'ai une petite demande. Si vous trouvez de la valeur dans ce que nous créons ici, les idées, les perspectives, les voies qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle de la blockchain, des villes intelligentes et de la société, la meilleure façon de nous soutenir est simple et totalement gratuite. Abonnez-vous à la chaîne. Voici notre promesse, continuez à élever le niveau. À chaque épisode, nous offrirons des discussions plus riches avec des leaders et innovateurs bâtissant le monde de demain, des idées qui informent, inspirent et questionnent. Votre soutien compte énormément. Merci de participer à cette aventure mondiale. Bienvenue dans le podcast YouTube de Dinis Guarda. Cette émission est encore soutenue par Business avec OneNet, Wisdomia AI et citiesavecoi.com. Une fois de plus, nous continuons à présenter des leaders d'opinion mondiaux et des personnalités qui transforment et font évoluer le monde dans lequel nous vivons. J'ai toujours été très curieux et enthousiaste à l'idée d'inviter dans cette série de véritables acteurs du changement et des personnalités qui font vraiment avancer notre façon de penser la technologie. La façon dont nous pensons l'intelligence artificielle et surtout la manière dont nous la mettons en pratique n'est pas une tâche facile avec tout ce qui se passe en ce moment, de la disruption technologique à la dystopie de l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui se produisent et je pense que le présent et l'avenir dépendent de personnes comme celles que nous présentons ici aujourd'hui. Je suis vraiment enthousiaste d'accueillir sur cette chaîne une personnalité qui est un leader d'opinion mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie en général. Je souhaite la bienvenue à notre série à Brian Evergreen. Brian est une personnalité qu'on ne peut pas mettre dans une case car il est auteur, conseiller et conférencier spécialisé dans l'intelligence artificielle et toutes les stratégies qui l'entourent. Il a fondé la Future Solving Company, une société de conseil aidant les organisations à gérer la transformation liée à l'intelligence artificielle. Brian est l'auteur de Autonomous Transformation, Creating a More Human Future in the Era of Intelligence Artificielle, reconnu comme lecture incontournable du Next Big Idea Club et membre des Finkus 50. Parmi les 10 meilleurs nouveaux livres de management pour 2024, en 2025, il a été nommé parmi les 50 meilleurs créateurs d'intelligence artificielle à connaître selon Edelman. Il a conseillé plus d'une douzaine d'entreprises du Fortune 500, tirant parti de son expérience dans des postes chez Accenture, Amazon Web Services et Microsoft. Chez Microsoft, il a été responsable mondial de la co-innovation en intelligence artificielle autonome chez Microsoft Research et a dirigé la stratégie intelligence artificielle pour Microsoft États-Unis. Brian est conférencier invité à la Kellogg School of Management et à la Wharton School, où il enseigne le leadership et la stratégie en intelligence artificielle. Et depuis 2023, il est chercheur principal au Conference Board Economy, Strategy and Finance Center, conseillant les cadres dirigeants sur la transformation pilotée par l'intelligence artificielle. Il est aussi auteur pour Fast Company, VentureBeat et d'autres publications. Brian travaille sur l'intelligence artificielle et le leadership organisationnel, proposant des cadres ayant soutenu plus de 20 milliards de dollars d'investissement.
Son leadership a été présenté dans Bloomberg, Forbes, Fast Company, Chief Information Officer VentureVid, le Next Big Idea Club et Fingers 50. Voici un aperçu de Brian. Brian, bienvenue dans notre série. Merci beaucoup. Je suis Ravi d'être ici et d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Vous êtes donc une personnalité qui a reçu une éducation fantastique du Massachusetts Institute of Technology à l'Université Heidelberg et Azusa Pacific. Nous collaborons aussi avec de grandes entreprises technologiques. J'aimerais donc commencer par votre parcours. Donc, vous avez étudié la théorie musicale et ensuite vous vous êtes retrouvé à conseiller des entreprises du Fortune 500 ou du Fortune 100. Et en plus, vous êtes l'une des personnalités les plus en vue dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, un peu sur votre parcours, enfin, votre éducation et comment en êtes-vous arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Oui, je suis heureux de partager. J'ai commencé comme joueur d'échecs de niveau international. Donc, même avant la musique, enfant, je jouais aux échecs en compétition contre d'autres enfants du monde entier et je représentais les États-Unis. J'ai participé au World Open. Le meilleur classement que j'ai jamais obtenu ou la meilleure place que j'ai eue dans un tournoi était la 3e place aux États-Unis. J'ai affronté Josh Waitzkin et Hikaru Nakamura pour ceux qui connaissent les échecs. Le film À la recherche de Bobby Fischer dans les années 90 évoquait Josh Waitzkin, reflétant mon univers de l'époque. À 12 ans, j'ai dû choisir poursuivre les échecs et faire l'école à la maison. Ou est-ce que j'arrête les échecs et je choisis d'être avec d'autres enfants, de continuer à faire du sport et ce genre de choses? Pour moi, la décision était facile à prendre à l'époque. J'ai arrêté la compétition d'échecs et lancé une entreprise pour enseigner les échecs aux enfants pendant mes études. Nous étions présents dans environ 200 écoles au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, puis dans environ 400 écoles quelques années plus tard. Je développais ces compétences en affaires tout en étudiant la musique. Et en fait, mes études de musique à l'école étaient en quelque sorte un soulagement par rapport au travail que je faisais le reste du temps, pratiquement à toute heure à l'époque. Et oui, donc en ce qui concerne la façon dont je suis passé de ça à travailler dans l'intelligence artificielle, puis finalement à collaborer avec de nombreuses entreprises du Fortune 100, ce n'était pas forcément le chemin le plus direct. Et en fait, je dois remercier LinkedIn pour cela. Donc, au début de LinkedIn, quand j'ai décidé de quitter l'entreprise que je construisais avec mon frère pour faire autre chose, j'ai examiné tous les secteurs qui me semblaient intéressants et le conseil m'a paru être une bonne option, car on est exposé à beaucoup d'informations et à des cultures, entreprises et personnes du monde entier. J'ai donc décidé d'essayer le conseil. Je suis allé sur LinkedIn, créer un profil et contacter quelques personnes pour leur demander des entretiens informatifs sur le travail dans leur cabinet de conseil à Seattle où je souhaitais m'installer. Et sur 5 messages in-mail, j'avais 5 crédits in-mail. 3 ont mené à des conversations, 2 à des offres d'emploi. C'était juste une combinaison de chance et du fait que c'était le début de LinkedIn, quand très peu de personnes étaient dessus. Et donc, oui, l'une d'entre elles s'est finalement avérée être pour Accenture. Et donc, j'ai pu rejoindre Accenture dans un groupe de stratégie, vous voyez, au sein de ce groupe de stratégie. Et le premier client avec lequel j'ai travaillé était Microsoft. Et donc, c'était clairement de la chance d'être arrivé à ce moment-là, juste avant le passage de relais du président-directeur général de Steve Ballmer à Satya. Et puis, je me suis dit, d'accord, moi, cette histoire d'analytique a l'air d'être quelque chose d'important et je devrais en apprendre davantage à ce sujet. Donc, j'ai suivi le cours de Machine Learning d'Andrew Ng sur Coursera et je suis allé à toutes les conférences de Machine Learning que je pouvais trouver dans la région de Seattle, ce qui à l'époque était assez fréquent, et j'ai appris à écrire du code, du JavaScript full stack et évidemment du SQL et Mongo et le reste. J'ai ensuite élargi mon réseau chez Accenture pour diriger des projets analytiques. En quittant Accenture pour un cabinet boutique, j'ai pu créer une pratique de développement logiciel full stack et d'analytique. Nous travaillons surtout avec Microsoft et Amazon. Plus tard, j'ai pu rejoindre Microsoft comme responsable de la stratégie USAI grâce à un ancien client devenu Chief Technology Officer des États-Unis. Oui, c'était un parcours assez atypique, voire chaotique pour y arriver. Mais beaucoup de choses étaient liées à la combinaison de, vous savez, comme on dit, la chance rencontre l'opportunité et la préparation. J'avais une curiosité insatiable et développé mon réseau et agi correctement avec tous ceux que j'ai rencontrés. Ainsi, lorsque des opportunités se présentaient, ils pensaient « je pourrais suggérer Brian ». Assez de ces opportunités ont abouti pour que ma carrière soit vraiment intéressante et passionnante. C'est une histoire fantastique. En fait,
Très inspirant. J'ai une question à ce sujet. Donc, à 12 ans, tu es parti Les échecs. Donc, un peu à propos de vos parents et de votre éducation, de ce côté-là, parce que je pense que l'une des choses, surtout maintenant, c'est qu'il y a une surcharge d'informations, de technologies, et d'avoir quelqu'un qui a réussi à garder son esprit d'entrepreneur au service, et aussi la dynamique des échecs, qui demande une énorme discipline et une grande concentration mentale. Et en même temps, construire quelque chose avec votre frère, puis commencer avec LinkedIn. J'ai juste l'impression que, je ne sais pas si vous voulez en parler ou si vous ne voulez pas aller trop dans le personnel, mais j'aime toujours parce que les gens nous écoutent. Parfois, ils compliquent trop les choses et j'adore la simplicité de votre histoire. Direct, très clair, très concentré, très... oh, merci. Oui, alors ma mère était scientifique de laboratoire clinique ou technicienne médicale, mais ne travaille plus dans ce domaine. Elle travaillait dans des hôpitaux où elle utilisait un microscope pour analyser le sang et d'autres échantillons afin de diagnostiquer les maladies et réaliser divers tests. Voilà ce qu'elle faisait. Elle était scientifique. Et puis, mon père était à l'opposé du spectre du travail en termes de type de métier. Il était entrepreneur général. Donc, mon enfance impliquait que ma mère lisait beaucoup, et puis mon père, qui aimait aussi beaucoup lire, mais pour lui, tu sais, tous ses souvenirs marquants de mon enfance, c'est de conduire avec lui dans son énorme camion jusqu'à un chantier et de porter une ceinture à outils. Et il y a un souvenir très précis dont je me souviendrai toujours, c'est que mon père avait attaché une corde autour de ma taille, entre moi et la cheminée. Et j'avançais sur le toit en posant ces tuiles pour qu'ils puissent passer derrière moi et eux les clouer. Donc on faisait une sorte de rénovation pour nous, pour cette maison. Et donc pour moi, c'est une parfaite illustration de mes week-ends d'enfance. C'était toujours comme ça, tu sais, j'en étais très fier. Je pense qu'à l'âge de 13 ou 14 ans, je pouvais enfoncer un clou en 2 coups de marteau. C'est ça. Parfois, je le faisais parfaitement en un seul coup. Il y avait donc beaucoup de travail physique du côté de mon père et ma mère s'intéressait beaucoup à la science, surtout aux mathématiques. J'espère que ça répond à ta question. Non, c'est très spécial et j'aime toujours ce genre de choses parce que je pense qu'une partie du succès de personnes comme toi et de beaucoup de personnes que je mets en avant parmi les plus performantes et inspirantes, c'est la façon dont vous déconstruisez votre parcours personnel. Nous avons eu Nous avons ici des personnes avec des parcours vraiment fous. Je pense que nous avons des gens issus de familles complètement détruites, jusqu'à des personnes comme toi qui ont une famille formidable et qui l'ont construite. Mais tout dépend de ce que tu en fais et c'est ça la beauté de la chose. J'aime toujours déconstruire cela et aller de l'avant. Donc, merci de partager cela avec nous et j'apprends toujours aussi grâce à ces détails. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux aborder ici, bien sûr, mais tu as mentionné que tu as commencé ta carrière après une enfance qui était déjà assez dynamique, ce qui est déjà une carrière en soi, et en particulier aux échecs. Je ne connaissais pas tes réussites. Félicitations pour cela, mais à partir de ta carrière et du lancement de LinkedIn, avec 5 emails, tu as obtenu des postes importants dans les plus grandes entreprises mondiales. Bien sûr, LinkedIn compte maintenant plus d'1 milliard de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut probablement envoyer 200 emails pour obtenir parfois 1 ou 2 réponses précises. Oui, mais parle-nous un peu de cela. Et aussi, comme tu l'as dit, tu étais chez Microsoft. Au moins, tu étais en transition d'un Chief Technology Officer à un Chief Executive Officer, puis à un autre Chief Executive Officer. Et tu es aussi passé par des entreprises comme Accenture ainsi que par Seattle. Bien sûr, c'est une ville très dynamique, l'une des villes les plus technologiques de la planète. Donc, un peu de ce contexte et de cette histoire, bien sûr, tout ce que tu veux partager avec nous. Seattle était alors très dynamique. Ça l'est toujours, mais c'est à cette époque que Seattle devenait la capitale du cloud, non? Et donc, des gens, des entreprises du monde entier, de grandes entreprises, construisaient des pôles cloud. J'ai déménagé à Seattle à un moment idéal, même si déménager dans une ville est toujours une bonne idée. C'était une période chanceuse et excitante. De plus en plus de gens du monde entier arrivaient, beaucoup avec une expertise technique. Et je pense que cela m'a beaucoup bénéficié parce que je rencontrais des personnes très techniques et mon parcours, et moi j'étais très technique du côté musical, vous savez, ayant écrit des symphonies et des choses comme ça. Donc, cette partie de mon cerveau, j'étais capable d'y accéder, mais j'étais vraiment intimidé par l'idée d'écrire du code. Et donc, mais plus je rencontrais d'autres personnes qui, vous savez, étaient comme moi, mais qui étaient, vous savez, bien employées et gagnaient plusieurs centaines de milliers de dollars par an en écrivant du code, j'ai réalisé que peut-être je pourrais apprendre à écrire du code. Je leur demandais, est-il trop tard pour moi d'apprendre à coder?
Et donc j'ai appris, vous savez, c'est en partie pour ça que j'ai persévéré et que j'ai décidé d'apprendre le soir et le week-end à écrire du Java, d'abord du SQL, puis plus tard du JavaScript, du R et du Python. Et donc jamais avec l'objectif nécessairement d'être employé à temps plein comme développeur logiciel ou comme data scientist, mais toujours avec l'objectif, parce que j'ai cette stratégie d'entreprise et cet esprit stratégique grâce aux échecs, de pouvoir faire le lien entre l'analytique ou maintenant l'intelligence artificielle et la stratégie. C'était mon but dès le départ. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a 11-12 ans, je me suis dit, d'accord, la fusion entre les deux, c'est là où je veux être. Et c'est un peu ce qui m'a guidé à chaque étape. Quand j'avais différentes opportunités, je me demandais toujours, est-ce que ça correspond à cet objectif? Et si ce n'est pas exactement aligné, est-ce que c'est une étape qui pourrait m'aider comme un tremplin pour atteindre cet objectif ultime? Rejoindre Microsoft comme responsable de la stratégie intelligence artificielle pour Microsoft États-Unis m'a semblé parfaitement aligné avec mon objectif. Ce poste consistait à voyager pour rencontrer des cadres du Fortune 500 afin de les aider à évaluer et développer leur stratégie intelligence artificielle tout en les incitant à migrer leur charge de travail sur Azure, générant ainsi des revenus pour Microsoft. Mais c'était très particulier parce que, contrairement aux cabinets de conseil qui aident à élaborer une stratégie et qui sont payés pour cette période où ils apportent leur aide, n'est-ce pas? C'est ça, leur livrable. Maintenant, nous vous avons aidé avec votre stratégie. Voici notre facture. Chez Microsoft, nous n'avons jamais facturé pour que mon équipe et moi aidions à la stratégie, ce qui était très intéressant. L'objectif était d'accélérer leur passage à des charges de travail réelles, générant de la valeur en production. C'était donc une initiative axée sur l'avenir. Et donc, moi, j'étais évalué sur l'efficacité de la stratégie à réellement créer de la valeur dans le monde réel et non pas simplement sur le fait d'avoir livré un beau PowerPoint qui a du sens sans vouloir minimiser les autres formes de conseil. C'était vraiment une position très particulière à occuper. C'est fascinant. Ça m'amène donc à l'une des questions. En tant que quelqu'un qui est à l'avant-garde de l'intelligence artificielle depuis la dernière décennie, voire plus. Mais au final, l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui n'a même pas 10 ans, car il y a eu de nombreux parcours différents. Alors, comment s'est passée votre propre initiation? Vous avez évoqué l'analytique et le code. Comment êtes-vous devenu expert en intelligence artificielle? Et pouvez-vous nous parler de votre parcours dans ce domaine? Dans mon cas, tout a commencé avec ma passion pour la science-fiction. J'aimerais connaître votre avis et comment vous avez perçu ces vagues. Oui, alors je dirais que ma passion pour l'intelligence artificielle est venue en partie d'un point de vue pratique, d'abord et avant tout en travaillant, en étant à un moment de ma carrière où je développais des compétences de base chez Accenture et j'étais dans une position où je pouvais un peu choisir, vous voyez, et probablement en général dans le conseil, on choisit un peu sa spécialité. Par exemple, je suis chef de projet. J'obtiendrai la certification Project Management Professional du Project Management Institute pour poursuivre ma carrière, ou bien je suis analyste de données. Je vais donc me concentrer sur ça. À ce stade de ma carrière, après avoir rejoint le conseil, j'ai remarqué que les gens choisissaient leur spécialité. Je me suis alors demandé ce que je voulais faire. Et j'ai regardé le groupe des associés gérants à Seattle et j'ai réalisé, d'accord, il y avait déjà à l'époque le spécialiste des ventes et du marketing. Et il y avait, vous savez, toutes ces personnes dans différentes fonctions qui avaient une expertise approfondie. Et je me suis dit, oh, il n'y a pas forcément de place à la table où quelqu'un est assis avec une compréhension approfondie de l'intelligence artificielle et de la stratégie. Où, à l'époque, c'était l'analytique et la stratégie. Et c'est pour ça que je me suis concentré là-dessus. Et puis, en ce qui concerne, vous savez, je pense que la raison pour laquelle j'ai pu, d'abord, je pense que c'est simplement une curiosité insatiable. Il est facile de croire, à tout moment, qu'on ne rattrapera jamais les connaissances requises pour réussir ou devenir un leader dans un domaine. Mais la vérité, c'est que, vous savez, tout est, je dirais, à peu près accessible à l'heure actuelle. Si vous décidez de devenir le meilleur au monde dans, vous savez, le déploiement de sites WordPress, peut-être que ce ne serait pas la meilleure opportunité pour vous, parce que c'est déjà très connu, très bien documenté, et il y a déjà beaucoup d'autres leaders dans ce domaine. Mais si vous regardez un domaine en plein essor, comme si vous disiez, d'accord, l'intelligence artificielle spatiale, par exemple, et que vous disiez, je veux devenir un leader dans ce domaine, eh bien, en ce moment, tout le monde parle d'intelligence artificielle générative et d'intelligence artificielle agentique, mais il n'y a pas encore vraiment autant de discussions sur l'intelligence artificielle spatiale. Mais il y a probablement quelques conférences émergentes.
Vous verrez des articles dans différentes conférences et cela va augmenter. Et peut-être l'année prochaine, ou dans quelques années, il y aura un énorme boom où tout le monde parlera de l'intelligence artificielle spatiale et les personnes qui l'étudient et qui réseautent avec les rares personnes qui font déjà de la recherche dans ce domaine, se connecteront avec elles, partageront leurs recherches et publieront à ce sujet. Ils pourront établir ces relations dès le début, alors que ces personnes se diront « Oh, merci de prêter attention à mon travail et à mes recherches », d'une manière qui, à l'heure actuelle, si vous faisiez des recherches sur l'intelligence artificielle agentique il y a 5 ou 10 ans, vous ne ressentiriez pas cela, car maintenant, c'est déjà partout. Et donc, au contraire, vous espérez que les gens reconnaissent comment vous en avez fait partie. Donc, je dirais que c'est une grande partie de la raison. Je pense que pour moi, la voie du leadership, c'était la combinaison d'une curiosité insatiable et du choix d'un sujet qui, selon moi, allait devenir important, mais qui n'était pas encore vraiment à la mode. Enfin, le troisième point était de réseauter de façon significative avec les gens. Il y a une citation célèbre, peut-être d'Emerson, que j'oublie toujours. Certains l'attribuent à Twain, mais on m'a dit que c'est faux. Mais cette citation dit, vous savez, chaque personne, je crois que c'est à une autre époque. Donc il a dit, chaque homme est mon supérieur. Pour cela, j'apprends de lui. J'ai aussi dit que chacun est supérieur à sa façon. Pour cela, j'apprends d'eux. Et donc, je pense que avoir cet état d'esprit, puis être à une étape de ma vie et de ma carrière où je pouvais beaucoup réseauter et vivre dans une région où certaines des personnes que je rencontrais par hasard étaient, vous savez, comme la personne qui a mis le S dans Hypertext Transfer Protocol Secure, par exemple, Seattle regorge de cerveaux brillants et de talents concentrés. Je pense que cela a joué un rôle, mais si je m'étais seulement limité à étudier, lire des livres et suivre des cours en ligne, ça n'aurait pas suffi. Si je m'étais contenté de réseauter sans approfondir chez moi, lire et suivre des cours sur le sujet, cela n'aurait pas non plus fonctionné. Pris séparément, aucun de ces éléments ne m'aurait mené ici. C'est la combinaison qui a fait la différence. Aka, c'est fantastique et aussi une excellente source d'inspiration sur l'importance du réseautage, d'aller vers les niches et les choses qui couvrent ce qui se passe et de rester attentif également. Le défi des entrepreneurs ou innovateurs est souvent de prêter attention aux détails des personnes qui agissent. Je voudrais conclure la partie concernant votre carrière, ou du moins la partie de votre carrière en entreprise, car votre carrière ne fait que commencer. Donc, quelques-uns de vos points forts. Vous avez mentionné Microsoft, vous avez travaillé chez Accenture et vous êtes également passé du début chez LinkedIn à occuper de grands postes au sein de ces organisations. Et vous en avez parlé auparavant? Que beaucoup de choses que nous faisons, comme commencer à créer des stratégies autour, dans le cadre de Microsoft Azure, et des premières stratégies d'intelligence artificielle. Comment cela se passe-t-il, juste pour comprendre? Et bien sûr, c'était au début, avant l'explosion de l'intelligence artificielle générative et tout ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années. Mais c'est pour mieux comprendre ce parcours au sein des entreprises et comment vous voyez aussi la perception de l'intelligence artificielle par les gens. Bien sûr, vous avez toujours été à la pointe et en ce moment, je pense même que beaucoup de choses dont nous allons parler. Beaucoup ne comprendront pas tout, mais si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous en saisissez sûrement une partie, voire plus. Mais juste ce récit d'entreprise, parce que je sais qu'en ce moment, nous avons effectivement une grande scène de l'écosystème des startups, une grande scène. Je souhaite aussi parler de l'intelligence artificielle spatiale, un domaine très avancé. Mais avant cela, un peu de cette intelligence artificielle d'entreprise et des récits qui l'entourent. Donc, d'un point de vue d'entreprise, quand je prenais l'avion pour rencontrer ces sociétés, la première pensée était « d'accord ». L'objectif était de comprendre pourquoi les gens ne sont pas comme l'intelligence artificielle de Microsoft. En 2019, la pile technologique était prête et utilisable pour créer de la valeur, non? Et pourtant, le niveau d'adoption attendu, on avait l'impression qu'il y avait tellement plus d'opportunités à exploiter. Donc, l'objectif principal pour moi était d'abord d'évaluer l'état de ces différentes entreprises. Qu'est-ce qui manque? De quoi ont-elles besoin pour réellement pouvoir exploiter toutes les opportunités que ces technologies offrent? Donc, ma réflexion initiale, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans le domaine opérationnel, j'avais conçu et dirigé le développement de plusieurs solutions d'intelligence artificielle allant de 5 à 200 millions, et je les avais accompagnées jusqu'à leur mise en production. Mais je n'avais pas encore occupé un poste où je dirigeais la stratégie à l'échelle globale de l'entreprise. Donc, c'était excitant, nouveau et intéressant. Donc, ma première pensée a été eh bien, évidemment, il y a déjà quelqu'un d'autre qui travaille là-dessus et je vais simplement apprendre de sa méthode. C'est donc là que j'ai commencé à réseauter avec de nombreuses universités et encore une fois, j'ai appliqué cette approche du réseautage pour me dire
Laissez-moi découvrir qui a déjà maîtrisé le sujet de la stratégie en intelligence artificielle afin que je puisse m'inspirer de leur travail et peut-être le développer. J'ai découvert que des personnes très brillantes travaillaient sur le sujet et avaient déjà fait des progrès. Mais la grande majorité des organisations, à l'époque, essayaient de comprendre comment appliquer le manuel de la transformation numérique et de l'appliquer à l'intelligence artificielle. Comme pour la transformation numérique, qui consiste à passer de l'analogique au numérique, ils ont utilisé ce cadre pour moderniser les applications et choisir leur hébergement dans un cloud public ou privé. Et ils élargissaient cela en se disant « D'accord, maintenant, intégrons simplement l'intelligence artificielle sous ce même cadre et appliquons la même réflexion, le même processus de pensée et le même processus de priorisation. » Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela n'allait jamais fonctionner. Et donc, j'ai vu cela de mes propres yeux. Je rencontrais ces cadres dirigeants et observais de l'extérieur en pensant « D'accord, ça ne fonctionne pas. » Et donc, je me suis dit « D'accord, il faut d'abord changer notre façon de penser. » C'est pourquoi j'ai commencé à parler de transformation autonome, parce que je me suis dit « D'accord, on est passé de l'analogique au numérique, et ça, c'est un type de processus. Mais maintenant, on passe du numérique à l'autonome. Le nouveau jalon, c'est l'autonomie. » Quand les gens entendent cela, ils se demandent si tout sera autonome dans l'entreprise. C'est pareil pour le numérique. Toute l'entreprise ne devient pas numérique d'un coup. Il y a toujours des gens, des bâtiments et de nombreux accès physiques dans beaucoup d'entreprises. Et pourtant, ce sera pareil pour l'autonomie, où il y aura plus de processus autonomes, d'agents autonomes, de systèmes autonomes, mais il y aura toujours des personnes physiques, des bâtiments physiques, des actifs physiques, etc. Et donc, cela a été un élément déclencheur pour moi de réaliser et ressentir la liberté de dire « j'ai besoin de créer, d'expérimenter avec ces dirigeants mondiaux, de nous mettre en avant et d'affirmer « nous pensons devoir agir ainsi et sommes prêts à investir ici. Nous vous demandions d'investir vos ressources là-bas. » Et heureusement, les cadres que j'ai créés à cette époque ont fini par être élevés au rang de modèle mondial. Et on m'a demandé de former le reste des filiales de Microsoft à ces cadres. Et ils ont en quelque sorte constitué la base, je dirais le point de départ, qui, lorsque j'étais chez Microsoft Research, a travaillé sur l'intelligence artificielle autonome et la co-innovation, m'a permis de tirer parti de ce que j'avais appris, et ensuite de développer de nouveaux cadres spécifiques à la co-innovation. En écrivant mon livre, j'ai appliqué ce que j'avais appris et poursuivi. Ensuite, j'ai eu plus de temps pour vraiment approfondir et renforcer cela. Et je dirais que c'est applicable à n'importe quel contexte, et pas seulement au niveau de la direction dans, vous savez, ces entreprises du Fortune 500. Non, c'est incroyable. Et vraiment, j'aime la façon dont tu combines tous ces angles pour approcher les gens et continuer à pousser l'innovation, mais avec une co-création et aussi une intégration avec les personnes. Donc après ta carrière dans le monde de l'entreprise, tu t'es lancé en solo, disons-le comme ça, et tu as aussi commencé ta carrière en tant qu'orateur et personnalité mondiale dans l'industrie, mais tu as également publié le livre Transformation autonome, créer un avenir plus humain à l'ère de l'intelligence artificielle en 2023. Et ce livre a bien sûr encore beaucoup d'impact aujourd'hui. Donc, juste cette transition entre quitter le monde de l'entreprise, commencer à développer ta marque personnelle et... Ainsi que le livre, d'accord. Monde de l'entreprise, marque personnelle, livre, d'accord. Donc, en quittant le monde de l'entreprise, quand j'ai annoncé la sortie de mon livre, j'ai reçu énormément de messages de personnes avec qui j'avais travaillé auparavant qui m'ont dit « Hey, est-ce que tu veux venir intervenir? Peux-tu venir nous conseiller? Peux-tu venir animer des ateliers, etc. » Je me suis dit que je pourrais quitter Microsoft pour faire ça à plein temps. Et puis, j'avais une fenêtre de 6 mois avant la sortie de mon livre et je savais que cela allait aussi ouvrir de nouvelles opportunités. J'ai quitté Microsoft en avril 2023. Et oui, et puis au moment où vous savez, la première année a été vraiment intéressante, j'ai dit oui à beaucoup de choses qui, vous savez, sans forcément avoir, ce n'était pas comme si tout était une ligne et un plan clair. Il y a certaines choses auxquelles j'ai dit oui simplement parce que je me suis dit, d'accord, j'essaye de faire connaître le livre, j'essaye de faire connaître mon nom. Je vais donc simplement faire cela, puis parler dans ce podcast ou à cet événement où ils évoquent parfois le voyage si je sentais qu'il y avait assez de personnes ou peu importe. À la fin de la 2e année, j'ai compris qu'il fallait agir. Durant cette période, pour répondre à ta question sur la marque personnelle, j'ai constaté que je me reposais sur la marque Accenture pendant mon passage là-bas. J'ai aussi découvert, en rejoignant un cabinet boutique, ce que c'est de travailler avec une marque bien moins connue.
Et puis, je suis retourné chez Microsoft. Et là encore, j'ai pu, pour ainsi dire, m'appuyer sur la marque Microsoft. C'est très facile d'obtenir un rendez-vous quand on travaille pour certaines de ces grandes entreprises. Je me suis dit qu'en partant, je devais comprendre ma marque et mon avenir. Ce fut une grande leçon. L'une des premières choses que j'ai faites en créant l'image de mon entreprise, ce que vous verrez, si vous savez, si quelqu'un achète le livre, c'est encore dans, je crois que la 4e de couverture me décrit comme le président-directeur général de la société Profitable Good, qui est le nom que j'avais initialement donné à l'entreprise Future Solving. Et parce que dans le livre, je parle du fait que dans le travail que nous faisons, il y a, vous savez, la cupidité et puis l'altruisme. Et vous savez, ce sont les deux extrêmes d'un spectre. Et très souvent, les gens pensent que si vous faites quoi que ce soit qui génère un profit, vous devez forcément être une personne cupide. Vous voyez, tout ce qui est non lucratif est automatiquement altruiste. Et donc, j'ai essayé de déconstruire cela dans mon livre pour dire que, d'accord, vous pouvez, vous savez, il y a oui, la cupidité, c'est être prêt à tout sacrifier pour de l'argent. L'altruisme, c'est être prêt à sacrifier de l'argent pour faire le bien. Au centre, la neutralité regroupe la majorité des professionnels cherchant juste à vivre et nourrir leur famille. Et puis, tout ce qui se trouve à droite de la neutralité, dans la direction de l'altruisme, pour moi, j'appelle cela le bien profitable, où vous faites quelque chose qui rend le monde meilleur, même si c'est simplement que cela rend, vous savez, votre produit plus précieux, ou que cela améliore, vous savez, vos conditions de travail, ou livrer quelque chose plus rapidement. Il ne serait pas forcément nécessaire que ce soit aligné avec l'environnemental, social et de gouvernance, même si, évidemment, c'est un alignement très évident. Et l'environnemental, social et de gouvernance entrerait dans la catégorie du bien. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que je recevais des retours de personnes qui disaient « Oh, quand on entend bien profitable, on pense que j'essaie de faire quelque chose qui améliore notre produit ou… » Et ce n'est pas forcément une initiative axée sur l'environnemental, social et de gouvernance. Nous ne pensions donc pas logique de collaborer avec une entreprise se disant du bien profitable. C'est là que j'ai compris qu'on avait un problème de marque. Pour rebondir sur votre remarque concernant la marque, c'est quelque chose que je n'ai jamais partagé auparavant, à savoir que j'ai ensuite changé le nom de l'entreprise du bien profitable à l'entreprise qui résout le futur. Parce que vous choisissez un futur que vous voulez résoudre, on pourra en parler aussi, et vous travaillez à résoudre ce futur plutôt que de simplement résoudre des problèmes. Et donc, j'ai effectivement tiré quelques enseignements sur le branding en cours de route. Et j'ai travaillé à construire ma marque personnelle sur LinkedIn et en contribuant à différents médias comme Fast Company et ainsi de suite. Oui, j'ai aussi oublié la troisième partie que tu as évoquée. La troisième partie porte sur le livre, qui a été une aventure folle, car j'y ai présenté ses cadres, certains issus de mon expérience chez Microsoft, d'autres totalement nouveaux. Et il a été présélectionné pour le prix Thinkers 50 Breakthrough Idea. J'ai eu la chance d'assister à leur incroyable gala à Londres. Et je n'ai finalement pas remporté ce prix, mais c'était quand même incroyable d'être là et de rencontrer autant de leaders d'opinion mondiaux en management comme Amy Edmondson, qui est un excellent exemple, Rita McGrath, etc. Et ensuite, grâce au livre, j'ai commencé à enseigner à d'autres organisations à travers des ateliers et autres, certains des cadres fondamentaux présentés dans le livre. Ensuite, lors de ma première année après Microsoft, j'ai enseigné ces cadres aux organisations pour les rendre aussi utiles que possible. La deuxième année, j'ai compris qu'à la même période l'an dernier, plus de 20 milliards de dollars d'investissement avaient été structurés sur les cadres que j'ai présentés dans le livre. Donc je me suis dit, d'accord, c'est bon, ça fonctionne. Les gens aiment les cadres, c'est précieux pour eux, super. Donc maintenant, il me fallait, vous savez, il y a un an, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à construire pour passer à l'échelle afin de pouvoir développer cela au-delà du simple fait que j'aille sur le circuit des conférenciers ou venir dans des entreprises. J'ai donc construit, je me suis associé à LinkedIn Learning pour créer un cours LinkedIn Learning qui est sorti en octobre dernier. Je collabore avec Emeritus pour créer un cours destiné aux organisations souhaitant faire évoluer leur système de prise de décision vers une approche fondée sur la raison, une des idées du livre. Et puis, j'ai aussi travaillé avec Maven pour créer plusieurs cours. J'ai créé un cours sur les fondamentaux de la résolution du futur que j'ai adoré enseigner, puis je l'ai mis en pause. Et maintenant, Pascal Bournet et moi avons lancé un cours sur l'intelligence agentique pour les dirigeants qui commence en avril. Et donc, oui, c'est en partie ce que j'ai fait en m'appuyant sur le travail du livre pour pouvoir continuer.
Je considère que j'ai introduit un nouveau système de leadership conçu spécifiquement pour l'ère de l'intelligence artificielle. J'ai poursuivi ce développement selon les retours et mes observations en l'appliquant avec des entreprises. Cela évolue encore, mais le livre reste la base. Alors, consacrons un peu de temps au livre. Le livre contient 8 parties. Je recommande à tous d'ajouter les liens vers le livre, Wiley et les différentes ressources. Parmi les 8 parties, nous arrivons à la 8e partie des technologies de transformation de Thomas. Et bien sûr, vous commencez par les fondamentaux. Sur ce 4, vous avez évoqué l'étude de cas portant sur environ 20 milliards de dollars de changements structurels et procéduraux. Je ne l'étais pas, mais je suis devenu passionné par la culture du processus. Je pense avoir encore beaucoup à apprendre, mais pour ceux qui nous écoutent, un argumentaire sur le livre pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'aimerais l'entendre de vous, surtout sur les domaines que vous trouvez les plus intéressants. J'apprécie vraiment votre manière de présenter les choses. Par exemple, Shept aide à dissiper le brouillard numérique, un des plus grands défis, car on s'y perd et oublie l'essentiel, alors que c'est crucial. Par exemple, votre partie 6, concevoir pour l'inévitabilité, est sans doute la plus importante, surtout actuellement pour l'intelligence artificielle. D'accord, je vais faire de mon mieux. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Pour être honnête, je me rends compte avec le recul qu'il aurait probablement été encore plus efficace d'un point de vue commercial si j'avais encore plus restreint le sujet du livre. Mon but était de fournir aux gens tout le nécessaire pour mener un changement significatif à l'ère de l'intelligence artificielle. Je pense y être parvenu. Je suis très satisfait du résultat et enthousiaste concernant tout le contenu du livre. Mais il couvre un large éventail de sujets et il va assez en profondeur sur plusieurs d'entre eux. Il parle de la pensée et de la conception systémique, illustrant cela avec une citation remarquable d'un mentor à moi, Harold Nelson, qui est l'un des pionniers de la conception systémique. Il a dit « Le feu n'a pas été découvert mais conçu ». Et il y a cette idée que je pense que très souvent, on croit qu'il suffit de suivre un processus et qu'on obtient le résultat, alors qu'en réalité, il faut avoir la capacité de se dire « je suis en train de concevoir le futur de la manière de faire ». Même si c'est à petite échelle, ce n'est pas obligé d'être grandiose. Ça peut être que j'ai une équipe de 2 personnes ou que je sois seul à faire ce travail. Et je pourrais repenser cela pour que ce soit plus efficace d'une certaine manière. En ce qui concerne l'endroit où je pense que cela commence, c'est par une introduction à nous sommes dans une nouvelle ère. Nous dépassons la transformation numérique pour entrer dans l'ère de la transformation autonome. J'ai détaillé la transformation autonome et sa différence avec la transformation numérique. Et puis j'ai décidé d'être un peu audacieux et d'ajouter quelques nouvelles expressions comme la réforme numérique et autonome. Tout le monde parle constamment de la transformation numérique. Et même si tu dis que je me branche, tu sais, c'est pas un grille-pain qui est numérique, donc c'est électronique. Donc maintenant, ça fait partie de mon numérique, non? Tout et n'importe quoi, on l'appelle transformation numérique. Je me suis alors demandé que faire de toutes ces initiatives où on passe de l'analogique au numérique sans réelle transformation. C'est fondamentalement la même chose, mais maintenant c'est numérique, ce qui est bien. Et cela pourrait être beaucoup plus efficace, mais c'est le même processus fondamental ou la même valeur qui est créée. J'ai donc commencé avec cette définition. Tout cela a eu lieu avant l'intelligence artificielle générative. ChatGPT n'existait pas, donc je n'avais pas d'aide de l'intelligence artificielle et j'en suis reconnaissant. Et j'ai commencé avec la définition de travailler à rebours. Et le mot qui correspond à cette définition est en fait réformation. Et donc, dans le livre, je décris la réformation numérique comme le processus d'amélioration de quelque chose, en passant de l'analogique au numérique, en améliorant un processus ou un produit sans vraiment le transformer. Vous n'en changez absolument pas la nature. Un excellent exemple de cela serait Expedia. Le processus de réservation de vols, d'hôtels et de location de voitures reste fondamentalement le même, mais il est désormais numérique. Je peux donc le faire sur mon téléphone, ce qui est bien plus efficace que passer par un agent de voyage. Mais c'est le même processus sous-jacent. C'est donc une réforme numérique. Un exemple de transformation numérique serait Netflix, que nous connaissons tous très bien, où, vous savez, l'expérience même d'accéder aux films a été tellement transformée que nous essayons encore de comprendre comment cela va évoluer, vous savez, avec les films. Par exemple, pendant le Covid, quand les films sortaient directement en streaming au lieu d'être diffusés au cinéma et ce genre de choses. La réforme autonome, donc ce serait quelque chose où l'on passe de l'analogique
ou du numérique à l'autonome. Parce que numérique ne veut pas forcément dire autonome mais c'est toujours le même processus sous-jacent. La robotique et l'entreposage illustrent bien la réforme autonome. Même processus, même valeur créée, c'est intéressant. C'est bien plus efficace. Je pense aussi que depuis l'apparition des premières étincelles de transformation autonome, les gens, en tant que communauté mondiale, ont vu plus d'exemples et peuvent désormais mieux imaginer ce à quoi cela ressemble. Il y a 2 ans, à la sortie du livre, je dirais que nous n'avons toujours pas cela. Je pense que si Rabbit R1 avait réussi, il aurait été un excellent exemple. Donc le genre de choses où si je dis « D'accord, j'ai besoin, tu sais, et il y a une fête qui arrive, il va y avoir 20 personnes. Je veux organiser ce type de dîner. Peux-tu t'assurer que toutes les courses arrivent à temps ?» Je dis juste de cette phrase à un agent intelligence artificielle autonome et il pourrait revenir pour vérifier certains de ses choix, mais il se peut aussi que non. Et puis, tu sais, la veille de la fête, toutes ces courses arrivent et je me dis « Ah oui, j'avais oublié que j'avais même confié ça à l'intelligence artificielle. » Et si tu appliques ça à toute ta vie, je pense que ce sera vraiment transformateur. Et puis, la dernière chose que je partage dans ce tableau, c'est que la transformation et la réforme supposent que tu pars de quelque chose que tu vas transformer ou réformer. Mais il y a aussi des moments où tu dois tout simplement créer quelque chose à partir de rien. Donc, j'ai aussi ajouté le mot création à l'extérieur de cette matrice sur ce tableau. J'ai ensuite expliqué dans le chapitre suivant l'application de tout cela, car la transformation est un moyen et non une fin. Ce n'est pas un objectif. Mais beaucoup portent le titre de vice-président de la transformation numérique, ce qui n'est pas un problème. Mais je pense que parfois, dans notre état d'esprit en tant que dirigeant, nous pouvons penser, eh bien, cela fait partie de notre transformation numérique et donc c'est la bonne chose à faire et c'est ce que nous devrions prioriser. Je veux surtout rappeler que ce n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif. Donc, de là où vous êtes à là où vous voulez aller, selon l'objectif que vous visez, il se peut que vous n'ayez pas besoin de transformation numérique. Si vous travaillez en service client et que les clients n'aiment pas ne pas parler à un humain, il peut être nécessaire de réformer ou de revenir à l'analogique en renforçant la présence humaine dans le support comme Klarna. Et donc, je pense que c'est une clarification importante. Passer de votre situation actuelle à celle souhaitée revient à regrouper ces efforts, une forme de réforme. Nous allons transformer un aspect de notre travail pour atteindre notre objectif final. Tout cela est en quelque sorte dans le premier chapitre. Pour revenir à mon point sur la portée, j'ai reçu beaucoup de retours positifs sur 2 autres aspects. Tu as parlé de dissiper le brouillard numérique. Sans entrer dans les détails, je traite surtout des sophismes logiques en jeu actuellement sur le marché. Et c'était il y a 2 ans, et franchement, ça correspond très étroitement à ce qu'on a vu depuis la sortie de ChatGPT et à la quantité de battage, de bruit et d'engouement qui repose vraiment sur certains de ces sophismes logiques, comme le sophisme de la pente glissante par exemple, ou l'argument d'autorité. Le fait que tu sois une autorité en physique ne veut pas dire que tu es une autorité en intelligence artificielle, n'est-ce pas? Le fait que tu sois un chef d'entreprise très connu, qui a accompli des choses incroyables et que tu sois peut-être milliardaire, tu as peut-être de l'autorité pour gagner de l'argent ou l'hériter selon qui tu es, mais ça ne veut pas dire que tu as de l'autorité en intelligence artificielle, en blockchain ou dans n'importe quel autre domaine. Et donc, on a beaucoup cette erreur logique de l'appel à l'autorité. Donc, je partage certaines des principales erreurs logiques et comment les repérer, comment, tu sais, les dépasser et protéger tes modèles mentaux sur ces sujets. Comme si, il y a cette citation incroyable de Michel-Ange où il dit « J'ai vu l'ange dans la pierre et j'ai sculpté jusqu'à le libérer ». Et je pense que si on considère notre cerveau comme ce bloc de marbre et qu'on fait attention à qui on laisse le sculpter, tu vois, parce qu'on ne veut pas que le mauvais modèle en ressorte simplement parce qu'on lisait juste les titres des articles et qu'on se disait « Mon Dieu, cette chose va prendre tous nos emplois », parce que je vois sans cesse des titres d'articles à ce sujet. On finirait avec le mauvais modèle. Mais, tu sais, les 2 aspects que je retiens comme les plus uniques en matière de réflexion et de leadership sont, d'abord, passer de la résolution de problèmes à une résolution tournée vers l'avenir. La résolution de problèmes, c'est éliminer ce que tu ne veux pas. La résolution, c'est l'art d'obtenir ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup d'entreprises listent leurs problèmes et se demandent lesquels prioriser. C'est ainsi qu'elles élaborent leurs plans annuels ou triennaux.
Au lieu de cela, il s'agit d'oublier complètement le système actuel et de se demander quel avenir voulons-nous pour notre organisation? Quelle valeur voulons-nous créer avant tout? Ensuite, il faut partir de ce futur et se demander que doit-il se passer pour l'atteindre? C'est la résolution orientée vers le futur. Et là, je ne fais qu'effleurer le sujet parce que je sais que j'ai partagé beaucoup d'informations rapidement. Donc, je ne fais qu'effleurer le sujet. Je passe enfin à celui axé sur la raison. Donc, je pense que nous devons passer d'une approche axée sur les données en tant qu'organisation et en tant que société à une approche axée sur la raison parce que la méthodologie axée sur les données est fondamentalement non scientifique et je peux le prouver. La plupart des gens sont surpris quand je dis ça et je ne leur en veux pas car cela paraît scientifique avec des données. Mais si vous faisiez un diagramme de Venn entre la science et l'approche axée sur les données, la seule partie qui se chevauche, c'est les données. Parce que la méthode scientifique consiste à poser des questions ou à faire une observation ou à poser une question. Nous formulons une hypothèse. Nous faisons une expérience, recueillons et analysons les résultats, puis en tirons une conclusion, n'est-ce pas? Mais ce que nous faisons dans nos organisations à la place, c'est que le début peut être le même. Faire une observation ou poser une question. Formuler une hypothèse. D'accord, c'est pareil. Mais maintenant, pour la troisième étape, au lieu de mener une expérience, nous recueillons des données provenant de choses que nous avons déjà faites, ou de Gartner, ou d'International Data Corporation, ou, vous savez, de ce que nous pouvons trouver quelque part à l'extérieur. Nous analysons les résultats de ces données. Et ensuite, nous tirons une conclusion qui correspond à notre décision d'investissement. Et puis, à la toute fin, nous menons une expérience. Au lieu de parler d'expérience, nous affirmons avoir déjà prouvé la durée, le coût, et nous relions votre performance à ces éléments. Et donc, c'est fondamentalement une manière non scientifique de faire des affaires, et cela élimine systématiquement l'innovation lorsque vous essayez de prouver à l'avance si quelque chose va fonctionner ou non, et combien de temps cela va prendre. Si vous pensez à n'importe quelle expédition pionnière, ce serait ridicule. Vous pourriez annoncer « Nous explorerons cela 6 mois et arrêterons si nous ne trouvons rien ». Mais dire « Eh bien, nous allons certainement obtenir un résultat qui apportera absolument de la valeur en 6 mois sur quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant avec ce groupe de personnes qui n'ont jamais travaillé ensemble auparavant », ce serait absurde. C'est tout simplement non scientifique. J'ai donc créé la méthodologie fondée sur la raison qui consiste à se demander quel est notre objectif. Quelles sont les théories sur les choses qui devraient être vraies? Chaque théorie repose sur des hypothèses à vérifier, semblables à un arbre de décision, puis vous décidez où investir. Et au lieu de le mesurer et d'avoir un biais de résultat pour la réussite ou l'échec, vous dites « Nous allons prouver si cette hypothèse est vraie ou fausse, si c'est une étape vers notre objectif ou non. » Et cela change fondamentalement la conversation au niveau stratégique, vous savez, au niveau supérieur, comme le niveau de l'équipe de direction, pour ne plus tout réduire à des chiffres du type « Voici les projets que nous voulons et voici tous les chiffres ». Et maintenant, on ne fait que parler et débattre de chiffres. Au lieu de cela, on dit « Voici l'objectif que nous essayons d'atteindre. Voici les choses que nous pensons devoir être vraies. Et voici comment nous voulons tester cette hypothèse. » Si quelqu'un n'est pas d'accord, dites « Je vous entends. Moi aussi, je trouve que ce n'est pas très rentable. » Vous devrez m'aider à trouver une autre façon de tester cette hypothèse, puisque la mienne ne vous convient pas. C'est toi et moi face au problème, pas l'un contre l'autre. C'est sans doute la partie que je préfère et la plus originale du livre. Réponse très longue à ta question, pardonne-moi. Mais oui, tu m'as vraiment enthousiasmé. Voilà, non, c'est fantastique. Et je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi sur l'ambiance, surtout quand on essaie de rester concentré au milieu de toutes ces distractions, ainsi que sur notre méthodologie créative pour garder cette concentration. Cela m'amène donc à ma prochaine question. Nous sommes au cœur d'une avancée majeure en matière d'intelligence artificielle. Nous parlons d'intelligence artificielle générale. Je crois que nous sommes déjà dans la première étape de l'intelligence artificielle générale. Mais l'une des choses vraiment importantes, et pour revenir à la question de la concentration, bien sûr, on pourrait passer des heures à parler des tendances autour de l'intelligence artificielle, mais je préfère parler davantage des choses qui te passionnent le plus. Tu as mentionné tout à l'heure l'intelligence artificielle agentique et tu as parlé de l'intelligence artificielle spatiale. Fei-Fei Li est l'une de mes personnalités intelligence artificielle préférées et figure aussi sur la liste où tu es mentionné comme moi. J'ai compris que l'intelligence artificielle spatiale débute encore alors que les large language models ont déjà provoqué une grande disruption en ne traitant que le langage. Donc, à partir de ces larges language models et de toutes les étapes que nous traversons en ce moment, ainsi qu'avec ces large language models, nous créons une intelligence artificielle agentique et nous savons déjà que certaines de ces intelligences artificielles agentiques sont déjà conscientes, quelle que soit la définition que l'on donne à la conscience. C'est un débat bien plus vaste.
De plus, l'intelligence artificielle spatiale arrive actuellement dans la robotique et bien sûr, NVID, intelligence artificielle Microsoft, tous travaillent là-dessus. Donc, d'après tes recherches en intelligence artificielle, et maintenant je vais plutôt du côté de l'entraînement, comment vois-tu ce croisement entre l'intelligence artificielle générale ou la super-intelligence à ses débuts et aussi cette itération en tant qu'humain, ainsi que ce que tu viens de dire sur ton focus, qui est un élément clé, et c'est ce que j'aime dans ta thèse sur le focus et la narration, parce qu'il est très facile, et pour moi c'est le cas en tant que chercheur, de se perdre. Je me perds parce que je m'enthousiasme pour tout ça, et je sais que je suis probablement l'une des personnes les plus concentrées, mais je voudrais aborder ce point de ton côté parce que tu es vraiment, je pense, ton point fort. Cela a vraiment influencé ma façon de penser. Je ne m'en suis rendu compte que plus tard, en réalisant que personne d'autre ne pensait ainsi. Ok, ce n'est pas que je pense que je réfléchis mieux que qui que ce soit d'autre, d'aucune manière. Je n'essaie vraiment pas de me vanter de cette façon. J'ai simplement compris plus tard à quel point cela a influencé ma façon de penser. C'est intéressant d'essayer de cartographier ça. Mais en ce qui concerne la réponse à ta question, je le pense vraiment. La première chose que je dirais, c'est que je ne pense pas que nous soyons sur la voie ou que nous ayons atteint une quelconque forme d'intelligence artificielle générale. Je vais être franc, comme tu l'as dit, tu sembles le penser. Je vais être transparent. Personnellement, rien ne m'a donné cette impression. Je pense que ce qui se passe, à mon avis, c'est qu'on confond beaucoup de choses dans de nombreux cas. Et il y a cette citation incroyable, ou plutôt tout un livre, de Hans Rosling intitulé Factfulness, que j'aime vraiment beaucoup. Vous en avez sûrement entendu parler, voire lu, c'est l'un des meilleurs. Et il parle des idées sur la façon dont nous pouvons mal comprendre certaines choses à partir de faits qui sont pourtant vrais. Donc, il est vrai que de cette année à cette année-là, nous avons eu autant de progrès dans l'avancement de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? De 2018 à 2025 maintenant, voici les avancées que nous avons eues dans l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait extrapoler à partir de cela et dire, eh bien, alors voilà où nous serons en 2030. C'est pareil pour mon fils qui a 6 ans. On pourrait extrapoler. J'ai maintenant 6 ans de données. Voici sa taille à la naissance et aujourd'hui. Si j'utilisais la méthode basée sur les données pour dire que prédisent les données pour cet enfant, eh bien, il fera plus de 9 mètres quand il aura 18 ans. Mais bien sûr, nous savons en tant qu'humains qu'il y a une courbe en S ici. Donc, même si au milieu de cette courbe en S, ça ressemble à une crosse de hockey, ça va quand même être une courbe en S. Et c'est ce que je crois qui est en train de se passer. Et beaucoup sont d'accord avec moi dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. C'est fermement divisé entre ceux qui pensent que l'intelligence artificielle générale est déjà atteinte ou le sera, et ceux qui estiment qu'il n'y a aucune base scientifique pour l'affirmer à ce stade. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne pense pas que nous soyons sur la bonne voie. Je pense que le développement que nous voyons est un accompagnement. Donc c'est la première chose que je dirais. En ce qui concerne l'intelligence artificielle agentique, je dirais que le travail que je faisais chez Microsoft, nous déployions des agents intelligence artificielle qui n'avaient en fait rien à voir avec les large language models. Donc ils ne faisaient même pas du tout partie de notre architecture. Et donc, ça a été vraiment fascinant pour moi en tant que personne ayant travaillé sur des agents intelligence artificielle avec des entreprises du Fortune 500 chez Microsoft, de voir ensuite l'intelligence artificielle générative prendre le devant de la scène, alors que j'avais supposé que certaines de ces autres technologies, comme l'intelligence artificielle spatiale et d'autres, y seraient arrivées en premier. J'ai été surpris la première fois que c'est arrivé. Puis j'ai compris, d'accord, la raison pour laquelle tout le monde est aussi enthousiaste, c'est que c'est la première version de l'intelligence artificielle à laquelle ils peuvent accéder. Nous, professionnels de l'intelligence artificielle, y avons accès depuis des années et observons diverses applications. Gartner affirme qu'il existe 27 formes d'intelligence artificielle, n'est-ce pas? C'est intéressant pour nous de parier sur la plus intéressante ou excitante. Et puis j'ai compris, c'est pour ça que c'est si excitant pour les gens, parce qu'on n'a absolument pas besoin de connaître quoi que ce soit à l'intelligence artificielle pour taper une requête dans ChatGPT et découvrir ce que l'intelligence artificielle peut faire et à quelle vitesse elle peut le faire. Et donc pour moi, c'est pour ça que ça a eu un tel succès. Et puis je pense que j'ai vraiment été surpris quand les gens ont commencé à dire, et c'est là que les agents Large Language Model, j'étais enthousiaste quand les gens ont commencé à parler des agents intelligence artificielle parce que je me suis dit, ok, super. J'ai écrit le livre sur la transformation autonome. Je suis donc prêt à aider les organisations. Et puis, quand j'ai commencé à voir des gens qui étaient passés de n'importe quel domaine à devenir influenceurs ou experts, puis qui soudainement se disaient,
expert en agents intelligence artificielle et affirmait que le Large Language Model en était le composant central, eh bien, j'ai décidé d'appeler ça bouche à la place du cerveau. Certains agents intelligence artificielle sont comme une bouche remplaçant le cerveau. Utiliser un Large Language Model au centre de la décision revient à cela, car ce n'est pas un cerveau, c'est une structure différente. Et donc, je pense que ce n'est pas la voie à suivre. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui essayent de créer des agents d'intelligence artificielle, et je ne vais pas citer de nom, parce que ce n'est pas le sujet. C'est le concept, créer des agents d'intelligence artificielle capables de tout faire. Et l'analogie que je donne aux gens, c'est comme un homme orchestre ou une personne orchestre. Si tu voyais ça dans la rue, tu serais impressionné. Si tu vois une personne jouer de tous ces instruments différents et que, en fait, ce n'est pas horrible à écouter, n'est-ce pas? Si c'était agréable, tu penserais « Waouh, c'est impressionnant qu'il joue autant d'instruments et crée cette musique ». Et puis, si tu achetais des billets pour une salle de concert symphonique, que tu t'installais et que le rideau rouge s'ouvrait, tu verrais cette personne du one-man band et elle allait jouer, tu sais, une symphonie de Mahler ou de Beethoven. Tu te dirais probablement « Oh là là, je veux être remboursé, ce n'est pas pour ce genre de musique que j'ai dépensé ces $100 ou peu importe combien pour venir voir ça ». Et donc, de la même manière que quelque chose peut être vraiment impressionnant et incroyable dans un contexte, mais tomber complètement à plat dans un autre, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les agents intelligence artificielle, où les gens créent ces expériences contrôlées. Et tu regardes ça et tu peux extrapoler en te disant que ça va tout changer. Et pourtant, quand tu essayes de prendre cette idée et de l'appliquer dans un contexte d'entreprise, où, tu sais, même si ça ne fait des erreurs ou des hallucinations qu'1% du temps, eh bien, une usine de fabrication ne peut pas se permettre 1% d'erreur. Ils ne peuvent pas, ce serait des millions de dollars gaspillés. C'est fascinant de voir ce malentendu. Pour moi, ce qui m'enthousiasme et me donne de l'espoir, c'est de voir des agents intelligence artificielle progresser avec des réseaux neuronaux comme cerveau. Ils sont donc formés à une compétence via l'apprentissage par renforcement profond sur une simulation de données ou de principes fondamentaux, comme un environnement ou une machine. Et nous avons fait cela chez Microsoft avec plusieurs entreprises capables de développer une compétence. Et la seule façon d'utiliser un Large Language Model serait soit dans le processus d'entraînement, parce que vous créez plus de données simulées et de données synthétiques, soit pour interagir avec l'agent intelligence artificielle, mais pas nécessairement avec les hallucinations qui sont dans le processus de prise de décision. Donc, encore une longue réponse à votre question, mais voilà, ce sont quelques-unes de mes réflexions sur là où il y a, je pense, beaucoup de discussions animées sur le marché aujourd'hui, mais ce sont quelques-unes de mes pensées. Oui, Bril, il y en a beaucoup. Je pense qu'il faudra probablement une deuxième partie de podcast parce que je crois que tout dépend de la définition. Je pense qu'il y a deux aspects. Juste pour ma remarque, je pense qu'en ce qui concerne le Soka Gakkai international, je crois que nous avons déjà... Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, mais cela dépend de la définition. C'est une question de définition de l'intelligence artificielle générale parce qu'il y a l'intelligence artificielle générale, il y a la super intelligence et bien sûr, même Simon Altman parle déjà de l'intelligence artificielle générale. Et bien sûr, Anthropic est également mentionné. Il a dit 25-26. Mais oui, c'est une longue discussion, mais je suis d'accord avec vous sur les autres points. Je pense que le défi en ce moment, je vais probablement le garder pour un deuxième podcast. J'aimerais le faire parce que je pense que personne vraiment, tout le monde a peur de définir pour nous. Il y a un test de Turing, il y a les définitions de l'intelligence artificielle générale des définitions. On ne peut pas en mettre qu'une seule. Et puis aussi, qu'est-ce qu'une conscience numérique pour nous? J'ai amené ici Nick Bostrom qui parle de conscience numérique et bien sûr, c'est probablement la plus grande autorité au moins en intelligence artificielle et en philosophie ou dans tous ces domaines. Mais bon, pour revenir à votre partie, et je veux respecter le temps, je sais que vous avez un temps limité, donc j'ai déjà passé un peu de temps sur la partie du livre jusqu'à toutes ces tendances. Et bien sûr, vous avez mentionné que vous travaillez en ce moment aussi sur un processus d'intelligence artificielle agentique. Alors, regardons les agents intelligence artificielle et je veux mettre un peu de sel ici sur la stratégie pour vous parce que j'ai fait une étude et je veux vous provoquer un peu, mais c'est dans le bon sens parce qu'une des choses que j'ai regardées, j'ai fait un calcul, par exemple, tout d'abord, la quantité d'agents intelligence artificielle que nous avons. Et aussi, je vais d'abord regarder la définition de ce qu'est un agent d'intelligence artificielle et qu'on peut prédire les différentes parties. Et une des conclusions que j'ai tirées, c'est que bien sûr, quand on regarde les agents d'intelligence artificielle, on parle de milliards d'agents d'intelligence artificielle qui sont déjà sur Internet et vous avez mentionné de tels moteurs. Vous avez bien sûr mentionné que certains d'entre eux sont de simples algorithmes, mais maintenant, nous avons des agents
intelligence artificielle, qui créent d'autres agents intelligence artificielle, des agences d'intelligence artificielle qui gèrent des agences d'intelligence artificielle. Et bien sûr, il y a toutes les intégrations de copilotes et toutes les grandes entreprises et aussi ce que fait OpenAI. Donc regardons, et je vois que vous êtes beaucoup plus concentré que moi. Donc si vous regardez la définition d'un agent intelligence artificielle et comment vous voyez le récit autour de cela, parce qu'il y a bien sûr tout le battage médiatique, mais il y a la réalité. Et ce que j'aime chez vous, c'est que vous allez vers la réalité et il y a tous les faits. Comment voyez-vous cela? Et aussi, un des défis que je vois, je pense, dans toute l'industrie, c'est un manque vraiment incroyable de compréhension de la façon dont cela peut être utilisé à un niveau très pratique. Et bien sûr, chacun de nous aura probablement 10 agents intelligence artificielle qui interagiront avec nous chaque jour, ou probablement une centaine dans certains cas, si vous êtes plus avancé. Mais je veux revenir à la base. Oui, donc pour la définition, je dirais qu'il y en a deux que je partage avec les gens. L'un est le mot agentique, qui peut être utilisé pour décrire tout ce qui semble agentique. Donc si vous l'avez, c'est plutôt comme une expérience client ou consommateur. J'interagis avec un système. Sa manière d'interagir avec moi paraît agentique. Donc, c'est un système agentique. Voilà une définition qui est utilisée de manière très large. Et puis la deuxième définition est un agent d'intelligence artificielle. Et la façon dont je décris cela, c'est si vous pensez à la CIA ou au Military Intelligence 6, si vous pensez à l'intérieur d'un service de renseignement, n'est-ce pas? Parce que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle. Il y a d'ailleurs une blague de papa facile à faire sur l'intelligence. Et ce que je dirais, c'est que si vous définissez les systèmes d'intelligence artificielle par ce qu'ils font, au lieu de les définir par « il y a un blocage que les gens ont où ils essaient de définir les systèmes d'intelligence artificielle par la façon dont ils sont fabriqués », c'est une façon de définir, comme « ceci est basé sur l'apprentissage par renforcement ». Vous pouvez décrire les systèmes ainsi, mais c'est confus pour beaucoup, même parmi les professionnels, et encore plus pour les consommateurs. Donc, je préfère dire que dans la communauté technique, on peut utiliser ces définitions comme on pourrait décrire un réfrigérateur par ses composants, mais pour le consommateur, c'est juste un appareil qui garde la nourriture au frais. C'est l'essentiel à savoir, non? Ça marche? C'est un réfrigérateur. Il rentre dans ma cuisine? Je propose de définir les systèmes d'intelligence artificielle selon leurs fonctions. La première chose que je dirais, c'est que si vous imaginez un cadran en haut à gauche, à ma droite et à votre gauche, il y aurait un système d'intelligence artificielle capable de répondre à des questions. Donc ce serait comme un analyste, n'est-ce pas? Ou plutôt, une source d'information à laquelle vous pouvez vous adresser, comme dans une communauté du renseignement. Notre source affirme que cette personne sera présente à ce moment. Mais vous ne savez pas si c'est vrai, car ce n'est qu'une source. Il faut vérifier, non? Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent donc être une source. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Vous pouvez télécharger. Voici ce que mon médecin a dit. Est-ce que j'ai, vous savez, des maladies ou quelque chose dont je devrais m'inquiéter? ChatGPT, Claude ou d'autres peuvent fournir une réponse vraie ou non en tant que source. Ensuite, il y a un chercheur à qui demander des explications sur ce que vous ne comprenez pas. Pouvez-vous approfondir un peu, aller vérifier sur Internet, rechercher ces différentes choses et créer un itinéraire de voyage ou autre? Et donc, vous savez, ces modèles génératifs sont une forme de chercheur peut-être, qui est, vous savez, un peu perché ou quelque chose comme ça, non? Vous allez tout de même voir apparaître des choses hallucinogènes. C'est une forme de chercheur. Ensuite, il y a un formateur à la CIA, dans le contexte du renseignement, qui vous forme sur certains sujets. Ces cas concernent moins l'intelligence artificielle générative. Il l'utilise pour l'interaction, mais un système expert forme via des vidéos, etc. J'ai travaillé avec une entreprise, une grande entreprise de fabrication, qui a fait quelque chose que j'ai trouvé incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont filmé leurs experts en train d'exécuter différentes procédures et techniques. Ils ont ensuite créé un système où une application générative affichait la vidéo à votre demande. Donc, l'application générative ne vous donne pas les instructions et ne risque pas d'inventer des choses. Elle affiche une vidéo d'un expert effectuant la tâche. J'ai trouvé que c'était un excellent exemple, simple et peu coûteux, d'utilisation de ces outils. Voilà un formateur. Et enfin, le dernier, c'est l'agent pour répondre à votre question qui est quelque chose que vous pouvez envoyer sur le terrain pour faire quelque chose. Agir et prendre des décisions de façon autonome. Donc, si je prends, vous savez, l'exemple que j'ai donné d'un supermarché où j'ai dit « Hey, j'ai une fête qui arrive et je veux préparer un ragoût d'agneau et il va y avoir 20 personnes. » Pouvez-vous vous assurer qu'il y aura, vous savez, des rafraîchissements, peut-être un plateau de charcuterie et les ingrédients dont j'ai besoin pour ce ragoût d'agneau?
Trouve-moi une bonne recette. En tant que consommateur, je ne devrais pas avoir à savoir s'il y avait 1 ou 100 agents différents pour accomplir cette tâche. La seule chose, c'est comme le réfrigérateur. Est-ce qu'il garde les aliments au frais? Je n'ai pas besoin de savoir combien de fils il y a dedans, ni combien de systèmes et de sous-systèmes. Je veux juste savoir qu'il gardera ma nourriture au frais. Dans ce cas, je veux juste savoir, est-ce qu'il va faire ce que je lui demande, est-ce qu'il va bien le faire et est-ce qu'il va le faire à temps, n'est-ce pas? Et qu'il n'aille pas prendre les informations de ma carte bancaire pour acheter plein de choses inutiles sur Amazon ou ailleurs. Donc, je me fiche que ce soit ce magasin ou un autre. Je me fiche que ce soit ce service de livraison ou un autre. Je me concentre uniquement sur le résultat pour aider les gens à comprendre les agents d'intelligence artificielle côté consommateur. Dans le contexte de l'entreprise, je pense qu'il y a une opportunité encore plus passionnante ou tout aussi passionnante où cela peut brouiller les frontières entre les organisations. Parce qu'aujourd'hui, et l'exemple que je donne souvent, c'est, vous savez, il y a cette blague du comédien Brian Regan où il parle de la situation amusante quand on conduit sur l'autoroute et qu'on voit 2 camions chargés de rondins se croiser. Et on se dit, attends une minute, un simple coup de fil ne pourrait-il pas faire gagner ce temps? Parce que vous voyez, et il fait toute une blague là-dessus, sur le fait que vous aviez des rondins. Vous aviez besoin de rondins, on vous en a envoyé. Et de toute façon, je trouve cet exemple vraiment intéressant parce que si on réfléchit, par exemple, si tu vivais, je sais que tu ne vis pas aux États-Unis, mais si tu vivais, disons, à New York et que moi je vis à Seattle et que j'appelle la société de bois ABC et que je dis, hey, j'ai besoin de X quantité de ce type de matériaux, ce bois. Oh, ils répondent qu'ils vont vérifier leurs entrepôts et confirment d'avoir le bois, mais il est à New York. Il faudra établir un bon de commande, faire venir un chauffeur routier pour la livraison à travers les États, ce qui augmentera le coût. Je pourrais regarder ça et décider que ça vaut le coup. Je le fais. Disons que vous appelez et vivez à New York, vous avez déménagé. Vous vivez à New York et appelez une autre entreprise, bois X, Y, Z, et ils disent « D'accord, oui, nous en avons », ils vérifient leurs entrepôts. Nous avons ce bois, il est basé à Seattle. Alors, ils rédigent un bon de commande et ensuite, maintenant, il y a 2 chauffeurs de camion et nous payons un supplément pour avoir 2 chauffeurs de camion, chacun à l'opposé du pays, qui traverse tout le pays. C'est un gaspillage d'émissions. Il y a tellement de façons dont c'est inefficace. Mais la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que chaque entreprise de bois n'a pas le temps d'appeler toutes les autres entreprises de bois et de vérifier tous leurs entrepôts. Ce serait trop chronophage. Mais dans l'Internet des agents vers lequel nous allons évoluer, dans un marché d'agents, chaque organisation pourra avoir des agents qui les représentent et qui interagissent en coulisses tout au long des chaînes de valeur, de sorte qu'ils pourraient effectivement nous échanger en tant que clients. Et moi, vous savez, et eux, ils toucheraient une commission de recommandation, donc les 2 parties en bénéficieraient. Il n'y aurait aucun problème à ce niveau-là. Mais de notre point de vue et selon notre expérience, nous ne savons pas, je ne sais pas, et je ne me soucie pas vraiment que le bois vienne de X, Y, Z bois, tant qu'il répond à la qualité, au délai et au prix dont j'ai besoin. C'est pareil pour vous. Donc pour moi, si on réfléchit à ça et qu'on l'extrapole à travers différents secteurs, il y a encore plus de potentiel pour une obsession du client vers laquelle on se dirige. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui se concentrent sur la question de savoir comment elles vont construire un agent intelligence artificielle et elles se focalisent sur l'expérience agentique. Mais dans le paradigme de l'Internet des agents, oui, bien sûr, il y a un type d'agent que vous allez rencontrer ou peut-être plusieurs types que vous allez rencontrer en tant qu'utilisateur. Mais ce qui se passe en coulisses est bien plus intéressant. Il s'agit de normes et de protocoles, de négociations techniques, de micro-négociations et de transactions qui peuvent se produire de manière autonome sans nous. Je nomme ce nouveau paradigme la symphonie des agents. Et c'est l'opposé de ce type d'agent homme-orchestre où les agents ont maîtrisé des compétences individuelles comme exemple d'agent à qui je demandais une recette de ragoût d'agneau qu'il a parfaitement maîtrisée. Il pourrait y avoir un sous-agent qui non seulement a maîtrisé la recherche de recettes, mais qui a aussi maîtrisé les ragoûts ou une cuisine spécifique et peut me donner la meilleure recette possible pour cette cuisine, de sorte que mon agent avec lequel j'interagis n'a pas à stocker toutes ces données et ces informations, ni à essayer de tout traiter. Ils interagissent avec un seul agent pour obtenir la meilleure recette. Ils interagissent ensuite avec un agent expert qui sélectionne et vérifie les magasins adéquats. Ensuite, ils interagissent avec un agent, effectuent des microtransactions et négocient via plusieurs agents travaillant en coulisses. Je pense que, tout comme on maîtrise le violon, le tuba ou le trombone,
les agents maîtriseront aussi des compétences individuelles. Et ensuite, une partie de notre travail en tant qu'humain sera de composer l'équivalent de symphonies de processus, puis de diriger et de construire des symphonies qui pourront ensuite créer de la valeur. Et je pense que la majorité de ce travail sera une valeur qui n'est pas déjà créée par nos organisations, mais que, tout comme dans l'exemple du bois, cela ne mettra personne au chômage. Cela apporte encore plus de valeur. Et je pense que c'est là que nous allons voir beaucoup de choses, même si les médias parlent beaucoup de la perte et du remplacement d'emplois, parce que je pense que ça fait vendre des magazines ou ça génère des clics. Je pense que la majorité de la valeur débloquée que nous allons observer viendra de l'augmentation du chiffre d'affaires plutôt que de la réduction des coûts. Je suis d'accord. C'est très intéressant la façon dont tu as évoqué le résultat net et son intégration dans notre quotidien. Je vais construire cela de façon intégrée, mais il y a aussi de nouvelles possibilités à explorer. Il faut aborder ce sujet franchement et être plus pragmatique. Je sais que le temps passe, donc je veux juste... Pour encore 26 minutes, si tu veux. D'accord. Fantastique, tu m'as poussé à aborder beaucoup de sujets, mais il y a une question très importante. J'ai une question pour toi. Tu es très impliqué dans l'éducation et tu te concentres spécifiquement sur l'éducation efficace. Tu es passionné par tous les différents sujets que tu as mentionnés, ainsi que par ta collaboration avec les universités. C'est aussi l'une de mes passions et ce que je ressens en ce moment, c'est que nous avons un point commun parce qu'on vient justement de discuter du fait qu'il y a énormément d'opportunités, comme je l'ai dit, rien qu'en développant ces domaines et en positionnant le branding de flux. Tu es un excellent exemple. Tu as commencé ta marque personnelle en mettant en avant un nouvel outil à l'époque, qui est devenu un outil grand public, mais tu as su identifier la tendance et tu as construit ta marque personnelle autour de ça. Ensuite, on voit la deuxième étape quand tu es passé du monde de l'entreprise à la marque créative personnelle, disons-le comme ça. Et maintenant, on explose avec tous ces outils. Mais ce que je trouve vraiment important, et je pense que c'est spécial pour les jeunes qui nous écoutent, c'est qu'en ce moment, j'ai interviewé un futuriste ici, Léonard et Jared Leonardo. Et il a dit quelque chose de très intéressant. Nous avons, et je pense que c'est son terme, une sorte d'obésité numérique. Et je pense qu'à présent, nous allons probablement avoir une sorte de brouillard lié à l'intelligence artificielle, ce que tu appelles le brouillard de l'intelligence artificielle. Alors, comment pouvons-nous intégrer toutes ces choses? Parce que tu es très concentré et bien sûr, tu es entouré de personnes, ce qui n'est pas mon cas. Probablement comme toi et moi, nous sommes vraiment très obsédés par ce que nous aimons. Mais pour les jeunes qui nous écoutent, en particulier pour les universités, comment faire? Je vais donner un exemple. J'ai des personnes dans ma famille qui ont étudié dans des universités prestigieuses et je parle de cas récents il y a 1 an à peine. Je ne vais pas citer de cas précis, mais il s'agit d'universités parmi les 10 meilleures au monde et ils n'ont reçu aucune formation en numérique. Aucune formation en intelligence artificielle, ce qui m'effraie beaucoup. Certains d'entre eux, tu leur enseignes ou interviens comme conférencier invité, tout comme moi. Le défi est de savoir comment aborder franchement cela. La peur, oui. J'ai commencé à m'y intéresser et je conclurai par une citation de la baronne Verna, qui sera aussi invitée sur le podcast. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment aidé à surmonter mes peurs de l'intelligence artificielle. Et je pense que nous ne pouvons pas avoir d'ennemis quand il s'agit de l'intelligence artificielle parce que si je vais finir avec ça, mais je veux vous provoquer de manière positive car au final, l'éducation consiste à, comme on l'a dit, démystifier et déconstruire ces choses, mais de manière très pratique. J'adore ça, oui, je pense aussi. Je vais répondre à votre question en 2 parties. Premièrement, comme je l'ai mentionné à propos du livre, il y a des sophismes qui sont très répandus en ce moment, des erreurs logiques, et l'une d'elles, évidemment, c'est l'argument d'autorité. Il y a une histoire incroyable qui illustre cela. Stephen Hawking, l'un des astrophysiciens les plus décorés au monde, fait un commentaire. Il y avait une interview avec la British Broadcasting Corporation à propos de... Ce n'était pas du tout à propos de l'intelligence artificielle. En aparté, il avait reçu un nouveau système d'intelligence artificielle qui l'aidait à parler. Ils ont demandé « Que pensez-vous de votre nouveau système d'intelligence artificielle ?» Il a répondu que c'était utile. Puis ils ont demandé son avis général sur l'intelligence artificielle. Il pose donc la question à un grand spécialiste étranger, mais pas en intelligence artificielle, n'est-ce pas? C'est un expert de premier plan en astrophysique. Donc, il n'avait jamais travaillé dans l'intelligence artificielle, il n'avait jamais construit de modèle d'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Mais il fait un commentaire en disant « Vous savez, les versions actuelles de l'intelligence artificielle sont très utiles. » Mais si jamais on en venait à créer ce qu'ils appelaient à l'époque intelligence artificielle complète, je crois que c'est la citation exacte.
C'était en 2014. Si on créait une intelligence artificielle complète, une intelligence artificielle consciente, elle ne serait pas limitée par l'évolution physique comme nous. Elle pourrait se répliquer et s'améliorer elle-même, et cela pourrait, vous savez, signifier la fin de l'humanité. Donc lui, en tant qu'astrophysicien, et je pense que leur cerveau est naturellement câblé pour imaginer des choses, n'est-ce pas, et penser au-delà du monde physique que nous connaissons aujourd'hui, il a pontifié. Le lendemain, comme attendu, les actualités ont relayé les 5 ou 6 principaux titres et sous-titres que j'ai montrés dans le livre. Mon préféré était le sous-titre « Stephen Hawking dit que l'intelligence artificielle va mettre fin à l'humanité ». Et puis le sous-titre était « Pitié pour les pauvres sacs de viande, n'est-ce pas ?» Et donc, en gros, les médias ont pris ce qu'il avait dit et ils ont dit « Oh mon Dieu, c'est la fin de l'humanité à cause de l'intelligence artificielle ». Premièrement, ce n'est pas ce qu'il a dit, et deuxièmement, ce n'est pas son domaine d'expertise parce qu'il est astrophysicien, pas expert en intelligence artificielle. Je pense que si tu y réfléchis, et encore une fois, pour moi, il ne s'agit jamais de citer des noms. Mais si tu penses aux personnes influentes qui parlent aujourd'hui de l'intelligence artificielle, la grande majorité d'entre elles n'ont jamais travaillé dans ce domaine. Ils se sont récemment intéressés à l'intelligence artificielle après des explications de personnes ayant ou non travaillé dans ce domaine. Donc, ils ont des points de vue bien argumentés, mais cela ne veut pas dire qu'ils savent réellement ce qui se passe. Cet argument d'autorité et le sophisme de la pente glissante sont très courants. Donc, l'idée que si l'intelligence artificielle maîtrise ce test de Master of Business Administration et surpasse les étudiantes de cette université, selon cette étude, cela prouve qu'elle est désormais plus intelligente que les titulaires de Master of Business Administration. Cela veut dire que, vous savez, on n'a même plus besoin de Master of Business Administration, vous savez quoi? On n'a même plus besoin d'éducation. Le sophisme de la pente glissante, si vous pouvez imaginer une ligne partant de là où vous êtes aujourd'hui et tout glissant vers un avenir plutôt sombre, alors cela signifie que c'est ce qui va arriver. Et on fait ça très souvent. Mais si la raison nous dit « Oh, attendez, les tests sont basés sur la capacité à se souvenir et ensuite à combiner essentiellement différents types de choses. » Et si vous aviez un système entraîné avec des milliards et des milliards de copies de texte et de langage, capable de prédire le mot suivant à partir de tout ce corpus d'informations, y compris les résultats de tests, les examens passés et l'entraînement à passer le Master of Business Administration, le Law School Admission Test ou n'importe quel autre test, tout cela intégré dans un système, il est logique que ce système réussisse très bien à ce genre de test. Mais si vous demandez à ce système de résoudre un problème réel, comme le ferait un diplômé d'un Master of Business Administration aujourd'hui dans ce contexte. Voici aussi les personnes avec qui vous devrez créer un lien et apprendre à connaître. Là, on dépasse déjà les capacités de l'intelligence artificielle, non? Et donc, c'est ce que je dirais concernant la direction que nous prenons et la question de savoir si nous devons avoir peur ou non. Je pense que, comme beaucoup l'ont dit, Jeff Hinton a affirmé que l'intelligence artificielle rendrait les radiologues inutiles en 5 ans, car elle lisait très bien les scanners. Exactement, cela fait plus de 5 ans, et il y a une pénurie, car certains n'ont pas choisi la radiologie pour cette raison. Nous avons maintenant une pénurie, ce qui signifie un meilleur salaire, mais aussi plus de travail pour ceux du secteur. Ce n'est pas bon pour la société. Et donc, je pense que c'est pareil. Vous savez, je suis très conscient que nous avons créé des milliards de lignes de code ou peu importe. Toute personne ayant déjà écrit des logiciels sait qu'écrire de façon plus élégante et concise compte plus que le nombre de lignes de code. Mais Amazon vend des produits d'intelligence artificielle sur le marché. Donc pour eux, pouvoir se vanter de ce qu'ils arrivent à accomplir avec l'intelligence artificielle peut très facilement être vu sous cet angle. Je ne vise aucune entreprise, y compris Amazon. Donc c'est ce que je dirais aux diplômés d'université aujourd'hui. Chaque organisation a encore besoin de personnes pour travailler pour elle. Même Klarna, qui a beaucoup communiqué sur ses licenciements, affirme désormais que l'intelligence artificielle peut tout faire. J'ai écrit dans mon livre que ceux misant entièrement sur l'automatisation par l'intelligence artificielle finiront par le regretter. Et puis, le mois dernier, je crois, il a tweeté en disant « Vous savez quoi, on s'est rendu compte qu'on devait en fait embaucher plus de personnes parce qu'on ne peut pas remplacer la véritable connexion humaine dans le service client par l'intelligence artificielle. » Et donc maintenant, les plus bruyants et McDonald's ont automatisé au point d'avoir, à un moment donné, un drive totalement sans humain. Des personnes étaient dans la cuisine, mais le drive était totalement autonome. Et il s'avère que même dans ce petit point de contact, comme parler à quelqu'un pour commander sa nourriture et recevoir son repas, les gens veulent toujours cette connexion humaine. Donc, Microsoft ou McDonald's ont abandonné cette expérience et maintenant, ils n'investissent plus dans les drive-in autonomes. Et donc,
Ça m'énerve parce que je pense qu'il y a tellement de choses qui pourraient faire peur aux gens pour leur emploi ou pour leur avenir. On a encore besoin des gens. Pour répondre à votre remarque sur la transformation et l'éducation numérique, heureusement, les gens sont déjà bien exposés à ces technologies côté utilisateur. Et ce que je dirais, c'est que toute mon expérience pour devenir, vous savez, pour entrer dans le travail que j'ai fait, au moins pour atteindre un niveau de compétence qui me permettait vraiment de travailler dans ce domaine, est venue de cours gratuits ou très peu coûteux sur Coursera, Codecademy. Maven n'existait pas à l'époque, mais c'est aussi une excellente ressource. En fait, j'ai créé un cours sur Maven avec 5 autres experts en intelligence artificielle de premier plan, intitulé « Comment entrer dans la intelligence artificielle ». C'est simplement une série d'entretiens où chacun de nous raconte comment il est réellement entré dans l'intelligence artificielle, quelles compétences nous avons développées, comment nous avons créé notre réseau, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources pour le renforcer. Certains cadres mentaux, modèles éprouvés et autres acquis lors de discussions à l'école demeureront précieux. Et je crois que ces écoles investissent également pour pouvoir ajouter ce type de choses à leur programme. Mais oui, ce serait ma recommandation pour l'instant à toute personne qui est étudiante et qui essaie de se demander « Est-ce qu'il y aura une place pour moi ?» Tout d'abord, oui. Vous devrez peut-être créer cette place et aider les organisations à avancer. Troisièmement, quel que soit votre poste, si vous acquérez, comme je l'ai fait chez Accenture, des compétences, même si l'intelligence artificielle n'était pas au cœur de mon travail, j'ai fait de la business intelligence dans l'un de mes postes. J'ai découvert l'intelligence artificielle, vu une opportunité de valeur et en ai informé ma direction. Ils ont financé un data scientist basé en Inde et ont dit « Tu peux avoir ce data scientist dans ton équipe pendant 6 mois et voir si tu peux y arriver. » Et puis nous l'avons fait et ensuite le reste appartient à l'histoire. J'ai ensuite obtenu plus d'investissement et l'entreprise a grandi. Mais il m'a fallu acquérir l'expertise nécessaire sur mon temps libre, repérer cette opportunité et oser la proposer à ma direction. Je pense que ça en vaudrait la peine. Donc oui, c'est ce que je dirais aux personnes qui essaient, que ce soit à l'âge étudiant et qui essaient de se demander par où commencer. Je dirais, trouvez simplement un emploi qui vous convient et qui vous paie suffisamment pour vivre, puis concentrez-vous sur le développement de vos compétences. L'une des compétences dans ce travail sera de bien s'entendre avec vos collègues et d'apprendre à travailler avec un patron, car c'est différent de l'école. Et vous savez, ce travail n'a pas besoin d'être toute votre carrière. Cela peut simplement être l'une des nombreuses étapes sur votre parcours. Merci. Je compte justement mettre cet aspect en avant pendant l'entretien. Et je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense que vous l'avez exprimé de façon éloquente. C'est fantastique parce que le défi en ce moment, comme vous l'avez dit, c'est que il y a beaucoup d'idées reçues et aussi beaucoup de théories absolues. Et cela détruit beaucoup de perceptions et ça brouille aussi ce qui compte vraiment. Et cela vient en fait des grands acteurs jusqu'aux petits. Et il y a aussi, je pense, probablement une grande scène, c'est que beaucoup de gens écrivent à ce sujet. Bien sûr, il est beaucoup plus facile d'écrire quelque chose de très négatif que quelque chose de très positif. Et je pense que c'est plus ennuyeux de regarder les détails que vous venez de mentionner parce que, bien sûr, pour passer en revue tous les détails, il faut faire beaucoup de travail et c'est probablement la voix, la leçon que je transmets. Donc, je veux et je sais que nous avons 14 minutes, donc dans cette partie un peu ennuyeuse. Et en fait, c'est une chose que même moi, en tant qu'entrepreneur, je pense que j'ai échoué massivement et j'aime tout cela aussi. J'ai en fait beaucoup de choses que j'ai écrites sur l'échec. C'est que l'échec est une tendance qui arrive normalement, bien sûr, parfois quand vous êtes dans un processus pour atteindre quelque chose de très ambitieux et bien sûr, vos recherches ne sont pas prêtes. Et cela vous fait échouer. Mais pour moi, c'est un essai-erreur qui vous aide à avancer. Parce que si vous n'échouez pas, cela signifie seulement que les seules personnes qui n'échouent pas sont celles qui ne font rien. Comme Cadet l'a dit, j'ai échoué 1000 fois. Peu importe, et je continue à le faire plus ou moins. Donc, dans cette perspective, et aussi je veux aborder ce que vous venez de dire, c'est que les défis, je pense parfois, c'est d'identifier la niche ou même les choses ennuyeuses qui demandent vraiment beaucoup de travail et de persévérer là-dessus et de comprendre avec des données. J'aimerais que vous développiez là-dessus, surtout pour les jeunes qui nous écoutent, mais aussi pour tout entrepreneur, start-up ou même président, directeur général, parfois même moi. Je dois encore beaucoup apprendre si je veux continuer à réussir. Et je suis sûr que c'est pareil pour Apple qui est peut-être au sommet ou Microsoft. Mais rester au sommet n'est pas un jeu facile et il est beaucoup plus facile pour une petite start-up de changer. J'aimerais s'entendre vos réflexions à ce sujet et c'est aussi une partie de votre livre, de votre réflexion et de votre site web, ainsi que de nombreux domaines autour de cela.
Mais j'aime la sorte d'attitude de concentration laser que vous avez envers l'innovation, mais aussi envers le conseil de la bonne manière, et aussi de le faire avec des faits, ce qui est parfois un défi dans ce monde un peu irréel dans lequel nous vivons. Oui, c'est vrai, les faits, ils sont extrêmement importants. Je dirais que, vous savez, si vous voulez embaucher quelqu'un qui va vous dire qu'il peut, vous savez, faire le travail en ce laps de temps avec ce budget, vous savez que vous allez trouver quelqu'un qui est prêt à le faire et il est prêt à prendre votre argent, n'est-ce pas? Et donc, parfois, il est plus facile d'embaucher ce genre de choses, ce genre de personnes ou ce genre d'équipe. Mais je dirais que ce à quoi nous sommes vraiment confrontés, c'est que nous sommes dans une ère de pionniers. Vraiment, c'est vraiment le Far West à l'échelle mondiale, pas seulement le Far West américain, n'est-ce pas? C'est une expérience mondiale de, d'accord, le grand inconnu. Il y a toutes ces montagnes que nous, vous savez, c'est comme si nous avions découvert une nouvelle planète dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Nous y avons accès, mais c'est tout. Nous ne savons pas quels animaux y vivent. Nous ne savons rien, n'est-ce pas? C'est une version de cela quand il s'agit de l'intelligence artificielle. Dans ce paradoxe, si quelqu'un disait « Je pourrais cataloguer chaque animal dans 6 mois », vous penseriez « Tu ne sais pas de quoi tu parles ». Et c'est pareil, je dirais, avec l'intelligence artificielle. Si une grande entreprise ou même une petite dit « Ah oui, dans 6 mois, on peut faire ça, on va déployer plusieurs modèles, blablabla », ils essaient probablement juste de conclure la vente et espèrent pouvoir établir suffisamment de confiance avec vous et montrer assez de progrès pour que vous leur donniez de la marge de manœuvre par la suite. Quelqu'un qui dit d'emblée « D'accord, ça prendra du temps ». Vous ne l'avez jamais fait auparavant et pas de cette manière. Et vous allez d'abord devoir commencer par quelle est la vision? Quel type de valeur essayez-vous de créer au départ? Parce que je sais que pour moi, l'une des plus grandes choses que j'ai remarquées qui empêche la création de valeur réelle, c'est quand les gens essaient de partir d'un cas d'utilisation et disent « Eh bien, voici quelques cas d'utilisation. Vous savez, on s'est réunis, on a fait un brainstorming, on a trouvé quelques cas d'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre entreprise qui, selon nous, rendraient les choses un peu plus efficaces et on aimerait que vous fassiez une proposition là-dessus. » Et généralement, je m'oppose à cela et je dis « D'accord, imaginons que nous faisons la rénovation d'une maison. J'arrive chez toi, Denise, et je dis « J'ai mon marteau et ma scie. Voyons ensemble comment je pourrais améliorer ta maison à travers quelques cas d'utilisation. Peut-on utiliser une scie ou un marteau sur cet objet pour l'améliorer? Tu dirais que je suis fou de commencer une rénovation ainsi, que ce n'est pas une façon intelligente de faire. Si à la place, on disait « D'accord, eh bien, qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta maison? » Tu dis vouloir une douche plus grande, combiner 2 pièces pour en créer une plus grande, ou plus d'espace sur le plan de travail en cuisine. Et si tu commences par ça, alors ça change les outils que je vais apporter. Ça change combien ça va coûter et combien de temps ça va prendre. Donc, la première chose que je dis, c'est que nous avons, en tant que société, une pénurie, un manque de vision, où les gens doivent avoir une vision de ce qu'ils veulent réellement accomplir en premier lieu, en fonction de leurs compétences principales. Et tu ne peux pas externaliser ça. Tu ne peux pas engager McKinsey ou quelqu'un d'autre. Tu peux. Ils viendront et essaieront de t'aider, mais ils n'auront jamais la culture et, tu sais, le réseau neuronal, juste le réseau neuronal que tu as dans ton propre cerveau pour savoir quelle serait vraiment la prochaine meilleure extension de valeur entre toi et les clients qui te font confiance et achètent chez toi. Donc, je pense que cette vision doit venir de l'intérieur d'une organisation et les consultants peuvent t'aider à faciliter cela, mais selon moi, ça doit venir de l'intérieur. Et ensuite, je pense qu'une fois que nous avons cette vision, alors nous pouvons parler de ce qu'il faudrait pour atteindre cette vision. Quel rôle l'intelligence artificielle, la blockchain ou d'autres technologies pourraient-elles jouer pour réaliser cette vision? C'est lié à mon domaine d'intérêt. Je pense que les cas d'utilisation sont une distraction, parce qu'un cas d'utilisation peut te donner l'impression que tu accomplis quelque chose, mais tu pourrais en fait être en train d'améliorer un processus que tu devrais complètement remplacer. Tu pourrais l'améliorer de 5%, mais en le remplaçant entièrement pour mieux servir tes clients, tu l'aurais rendu 100 fois plus efficace. Ce n'est pas idéal, mais tu avais un cas d'utilisation en tête, non? Les entreprises, notamment technologiques, aiment les cas d'utilisation car ils sont faciles à vendre. C'est un langage auquel nous avons tous plus ou moins consenti en tant que société, mais je pense que c'est une distraction. Donc, je ne sais pas si cela répond complètement à votre question. Pour moi, aider les organisations à réfléchir à leur marque ou à leur point de départ, peu importe leur situation, c'est d'abord se concentrer sur... Il y a beaucoup de leaders d'opinion en intelligence artificielle qui diront qu'il faut être intelligence artificielle d'abord. Demandez tout à l'intelligence artificielle. Commencez par l'intelligence artificielle.
Et moi, je dirais non. Il faut d'abord penser à la valeur. Il faut d'abord penser au client. Vous devez réfléchir à ce que nous faisons, ou pourrions faire qui rendrait ce processus ou cette chose meilleure. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, peu importe si c'est ennuyeux ou pas. Pendant que tout le monde essayait de créer le prochain Uber alors que Uber existait déjà, et DoorDash aussi, tu sais, ils étaient déjà en train de dominer le marché. Pendant ce temps, Lyft essayait aussi de dominer le marché. Un ingénieur logiciel à l'université de Washington, tu sais, à l'UW, a créé une application beaucoup moins tape à l'œil qui aidait les salons de coiffure et permettait aux gens de prendre rendez-vous. Les clients pouvaient réserver leur rendez-vous au salon de coiffure via leur téléphone et ils prélevaient quelques centimes par transaction. Aujourd'hui, il est multimillionnaire car il a choisi une idée utile, pas forcément la plus excitante ou visible. Mais cela a apporté une valeur ajoutée à ce marché et quelque chose de nouveau répondait à un besoin évident. Ainsi, ces exemples, je pense, sont passionnants pour moi quand les gens se concentrent avant tout sur la valeur, puis réfléchissent à rebours en se demandant « Bon, est-ce que l'intelligence artificielle a vraiment un rôle à jouer là-dedans ou pas ?» au lieu de commencer par l'intelligence artificielle et d'essayer de lui trouver une place. J'adore ça. Je pense que c'est vraiment l'élément clé et c'est vraiment comme ça qu'on déconstruit un défi pour avancer. Parce que c'est très facile d'en parler, mais comme tu l'as dit, il y a tellement de théories et on peut s'y perdre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. On peut vraiment se perdre parce qu'on veut tout essayer et on ne pense pas aux différentes étapes à suivre. Donc, je sais que j'arrive à la fin, alors je veux que les gens sachent un peu ce que tu fais. Il y a 2 initiatives que j'aime beaucoup et qui sont sur ton site brianvergreen.com. La première, c'est le Future Solving Company World Tour 2025 que j'aimerais que tu partages avec nous. Et la dernière, qui est probablement encore plus cool, surtout pour ceux qui aiment la musique, c'est le Snoop Dogg's Tomorrow Summit, dont tu es aussi l'un des co-animateurs. Ce qui est bien sûr vraiment génial, surtout avec tout ce dont on vient de parler. Alors, parle-nous-en pour les différentes personnes qui nous écoutent. Oui, donc je vais commencer par le Tomorrow Summit de Snoop Dogg. C'est donc une collaboration. Je co-anime un sommet avec Snoop Dogg dans son complexe à Los Angeles. Et ça va rassembler des leaders du business, de la tech et d'Hollywood pour avoir une conversation, une discussion non partisane sur l'avenir. Et en quelque sorte, pour quel avenir essayons-nous de trouver des solutions à travers le divertissement, les affaires et la culture? Nous organiserons des discussions au coin du feu diffusées en direct. Nous organiserons plusieurs tables rondes au coin du feu sur l'avenir de divers sujets. Donc, le futur de la musique, le futur de l'intelligence artificielle, le futur du travail, le futur du design, par exemple, où nous mettrons en avant des leaders dans ces différents domaines. Snoop mènera la discussion sur l'avenir de la musique, évidemment. C'est donc un événement que nous attendons avec impatience. J'ai vraiment hâte à cela, oui. L'autre projet, c'est la tournée mondiale sur laquelle je travaille. Je continue à donner des conférences et à conseiller. Et puis, j'ai aussi quelques cours sur Maven, maintenant. Celui que j'ai évoqué avec Pascal, intitulé « Intelligence agentique pour les leaders », est en cours de lancement et déjà disponible. Les gens peuvent s'inscrire, mais la première cohorte commence en avril. Et puis, il y a aussi le programme « Comment obtenir une intelligence artificielle », qui s'adresse plutôt aux personnes débutantes ou en milieu de carrière qui souhaitent effectuer une transition. Et puis la tournée mondiale consiste en fait à essayer de rassembler des leaders d'opinion avec des cadres supérieurs remarquables. Il existe un fossé avec des soirées tech pour les personnes plus juniors dans leur carrière. Et puis il y a ce genre de fossé avec les cadres supérieurs à l'intérieur des organisations. Souvent, ils sont très occupés et n'ont pas l'occasion de rencontrer d'autres cadres supérieurs de leur secteur local. Ensuite, nous associons cela à un leader d'opinion. Par exemple, sur un marché où Rita McGrath est présente, nous réunissons des dirigeants du secteur, des responsables de l'innovation autour d'un dîner ou petit déjeuner pour écouter un leader intellectuel. Et donc, oui, c'est un peu ça la tournée mondiale, c'est essentiellement que nous nous associons à plusieurs entreprises différentes pour choisir quelle ville, quel sujet et quel type de personnes nous allons rassembler. Nous avons encore de la place pour quelques partenaires intéressés. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur brianandbreen.com/exec community.
Je pourrais raccourcir ça pour que ce soit plus simple, mais les gens peuvent dire « Hey, je suis vice-président ou cadre dirigeant. Tu sais, je vis dans cette ville et j'aimerais, si tu viens dans ma ville, participer à un petit déjeuner ou un dîner. Tu sais, une expérience very important person. » Ensuite, on peut les mettre sur la liste. Merci, nous mettrons tous les liens pour ce que tu viens de dire. Donc, tout d'abord, Brian, c'était un honneur de t'avoir ici. Je suis très enthousiaste. Beaucoup de sujets que tu as abordés qui, je pense, sont plus importants que jamais pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, tout d'abord, faites vérifier vos effets. Je sais que nous sommes à une époque où parfois cela ne semble pas si pertinent, mais c'est plus pertinent que jamais parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas et aussi ton inspiration, tes livres. Je pense que les gens peuvent aller sur brianevergreen.com. Il y a une quantité fantastique de ressources. Comme l'a mentionné Brian, j'ai parlé de conférences, de conseils, d'ateliers, de ressources et tous les contacts. C'est un honneur. Je veux conclure sur Le temps également. je vous souhaite tout le succès et je pense que ceci n'est que la première partie. Je veux vraiment passer à la suivante. Merci beaucoup. J'adore, je ressens pareil. Merci pour l'invitation.